Donc, Odile Belenguez est maître assistant à IMT Atlantique, campus de Nantes et chercheur au LS2N. Ses travaux se spécialisent autour de la conception d'algorithmes d'aide à la décision dédiés à des problématiques d'ordonnancement et de planification de personnel en intégrant de façon croissante les enjeux éthiques. Gilles Copin est professeur à IMT Atlantique, campus de Brest et chercheur au LabSTIC. Il est spécialiste en coopération humain-machine et aide à la décision. Alors, Odile et Gilles, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord aux organisateurs pour cette journée et bonjour à tous. Je vais vous présenter donc l'état des réflexions préliminaires que nous avons menées autour de l'aide à la décision, de l'éthique et puis de ce que la simulation pourrait apporter sur ces sujets. Et donc, je vais commencer tout de suite par la progression que va suivre la présentation. Donc, je vais faire un très bref rappel sur les systèmes de pensée présentés dans la littérature sur lesquels on s'est basé pour notre analyse. Ensuite, je poserai la simulation au sens où nous l'entendons, et puis comment ces deux aspects vont pouvoir nourrir quelques questions éthiques. Alors, tout d'abord, sur les trois systèmes de pensée donc, que vous connaissez probablement tous, les deux premiers ont été introduits par Daniel Kahneman, hein, qui oppose le système 1 au système 2. Donc, le système 1, tout d'abord, qui est le système des décisions rapides, prises par habitude, parce qu'il y a des similarités avec des situations connues, principalement. C'est ce qui nous permet d'arrêter un choix très rapidement vers une solution possible lorsqu'on a un choix à faire, une décision à prendre. Et donc, c'est ce qui fait ce système 1, c'est ce qui fait que, par exemple, je prends toujours le même chemin pour aller de chez moi à mon travail, même s'il y a des travaux et qu'aujourd'hui, il aurait été sans doute plus rapide de passer par ailleurs. Si je prends un exemple un petit peu plus élaboré, alors je travaille sur beaucoup d'algorithmes de conception de planning, et donc ça nous a servi aussi dans nos discussions pour essayer d'illustrer un petit peu les choses. Et je vais prendre tous mes exemples dans le domaine hospitalier et la création de planning de personnel soignant. Donc ici, je vous ai mis un exemple de planning très simple lorsque on est par exemple dans un service où on va avoir des horaires d'ouverture pour des consultations et où on a besoin d'une personne pour les consultations du matin et une autre personne pour les consultations de l'après-midi ou du soir. Si ce service est fermé le samedi dimanche et que globalement la charge de travail correspond aux deux personnes, je vais sur la première semaine mettre une personne de matin et puis l'autre sur l'horaire du soir. Et en fait, pour équilibrer la pénibilité éventuelle de ces différents postes, eh bien, la semaine suivante, je vais tout simplement échanger les deux motifs de manière à équilibrer en fait, la perception d'équité que ces personnels peuvent avoir. Et donc, dans une situation comme ça, le système 1 me permet d'aller rapidement vers des motifs connus que je vais reproduire avec éventuellement des variations à la marge. Ensuite, le second système qui a été mis en évidence donc, par Daniel Kahneman, c'est celui qu'il a appelé le système 2, qui est plutôt le système des raisonnements logiques, qui est notre système de pensée plus lent que l'on convoque lorsque le système 1 est en échec, ou bien lorsqu'on est face à une situation inconnue pour laquelle on n'a pas d'habitude. Donc, on va chercher à ce moment-là une forme de logique, un raisonnement séquentiel, calculatoire, qui nous permet de traiter les informations pour construire une solution à la problématique que l'on rencontre, l'explorer, éventuellement l'améliorer si elle paraît trop mauvaise initialement. Et puis eh bien, c'est ce qui va nous permettre de construire une solution malgré l'absence de routine, mais c'est un mode de réflexion, un mode de pensée qui est plus chronophage et qui va donc potentiellement nous mettre en difficulté pour atteindre une solution vraiment extrêmement bonne, voire optimale. Donc, on va plutôt avoir tendance à s'arrêter lorsque la solution est suffisamment satisfaisante, même si elle n'est pas optimale au sens d'un critère que j'aurais voulu définir. Et donc, une solution acceptable, c'est une solution qui répond globalement à mon besoin sans que j'ai détecté de problématiques incontournables ou insurmontables. Donc, si je reviens sur mes problèmes de planning hospitalier, et que cette fois-ci, je veux couvrir un service où je vais avoir besoin de personnel en continu, donc je vais aussi avoir besoin de personnel la nuit et le week-end.
eh bien, le motif que j'avais précédemment, où la personne fait 5 matins, puis est en repos le week-end, et ensuite fait 5 soirs, ne me permet pas de couvrir la totalité de mes besoins. Et donc, je vais avoir peut-être pour premier réflexe de décaler les motifs pour couvrir les samedis, dimanches, là, ici. Et puis, comme je n'ai pas encore couvert de nuit, ben, je vais aller chercher des motifs de nuit. Et en fait, de proche en proche, comme ça, en créant les lignes, je vais essayer de couvrir tous mes besoins. Donc, si tous les lundis et mardis, j'ai besoin de 2 personnes du matin, ben, je vais essayer de le couvrir comme ça. Et puis, il va encore me manquer ici une personne de nuit sur le lundi de la première semaine. Et donc, itérativement, comme ça, au fur et à mesure, je vais rajouter un certain nombre d'éléments jusqu'à remplir mon tableau pour couvrir mes besoins. En tenant compte du fait que peut-être que mes personnels ne sont pas tous équivalents. Donc ici, vous avez des gens à 100% et d'autres qui sont à 80% qui doivent avoir une charge de travail moins importante. Mais en faisant ça de proche en proche, eh bien, en fait, je ne vais pas avoir suffisamment d'éléments d'évaluation sur la pertinence de ma solution. Et donc, je vais chercher des éléments calculatoires complémentaires pour analyser ce que je suis en train de construire. Par exemple, pour analyser le fait que, eh bien, entre les 2 personnes à 100%, il y en a une qui fait 5 matins et 5 soirs, mais aucune nuit, alors que l'autre fait 5 matins, 0 soir et 3 nuits, et a en plus le désavantage de devoir travailler le week-end, ce qui n'est pas le cas du collègue précédent. Et donc, ces indicateurs, ces calculs que je vais faire, en fait, vont me guider pour essayer de modifier la décision et la solution que je suis en train de construire. Essayer de caractériser, en fait, un processus pour créer une solution qui serait meilleure, qui serait peut-être plus juste, plus équilibrée au sein d'une population, donc quand je considère les gens à 100%, ou bien entre les populations, puisque ici, on voit par exemple que les 2 personnels à 80% ont un nombre de week-ends qui est finalement plus élevé que la personne qui devrait travailler plus ici sur ma première ligne. Donc, ça peut sembler injuste. Donc voilà sur ce qui est du système 2. Et puis enfin, dans la littérature, on trouve également le travail de Olivier Audet qui a mis en évidence ce qu'il appelle le système 3, qui est donc un système qui inhibe la réponse rapide du système 1. Donc, c'est un traitement qui se met en place pour bien, suspendre en fait l'élan initial qui nous vient vers une réflexion rapide pour bien, essayer comment dirais-je, pour dériver en fait notre système de pensée vers le système 2 et ainsi avoir potentiellement la capacité à atteindre une solution qui serait plus intéressante. Ce système 3, donc, qui est en charge de suspendre ma réflexion, est activé par le doute et permet en fait l'émergence d'une réflexion alternative pour questionner ce qui est venu spontanément du système 1 et aller chercher donc un traitement plutôt calculatoire du système 2, comme je l'ai évoqué. Et ce qu'affirme Olivier Audet, en fait, c'est que ce système 3, il est renforcé par l'estimation du regret. Donc, par une évaluation que je serais capable de faire des conséquences négatives de la solution émise par mon système 1. Donc, si je reste dans mon périmètre hospitalier et que j'ai pour habitude d'appeler les différents personnels qui sont potentiellement éligibles lorsqu'il y a une absence, eh bien, je peux avoir mon système 1 qui, spontanément, prend les personnes par ordre alphabétique et puis les appelle. Dès que je trouve un remplaçant, je m'arrête dans ma recherche. Mais en fait, si je construis un certain nombre d'éléments pour essayer de voir quel serait le regret de ce type d'approche, eh bien, peut-être qu'au bout d'un certain nombre de semaines, je vais m'apercevoir que la personne A, qui est au début de l'alphabet, se retrouve avec un nombre d'heures supplémentaires très important, et puis que plus j'avance dans la liste, et plus le nombre d'heures supplémentaires générées décroît. Et ça, en fait, si je discute avec les gens, si je les écoute, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, ici, mes personnes B et C vont être relativement contentes. La première, peut-être, elle avait besoin d'un certain nombre d'heures supplémentaires, elle souhaitait avoir des revenus complémentaires, et donc elle est contente. La seconde, elle n'en a pas beaucoup, mais elle avait éventuellement pas le souhait d'en faire plus parce qu'elle avait peu de disponibilité, donc ça lui va également. Mais je peux avoir également d'autres personnes mécontentes. La première qui en a marre que je l'appelle de façon systématique, et qui, malgré le complément de revenus, trouve que la fatigue accumulée est trop importante. Et puis, à l'autre bout de mon alphabet, je peux avoir, à l'inverse, quelqu'un qui aurait souhaité pouvoir avoir un complément de revenus ou pouvoir participer à l'effort collectif, et qui, en fait, n'a jamais appelé. Et donc, si je fais
le point d'arrêt en fait sur ces indicateurs, eh bien, je vais pouvoir mettre en doute ma politique initiale qui était de prendre systématiquement les personnes par ordre alphabétique. Et je vais pouvoir éventuellement re-questionner ma règle de gestion pour aller chercher les personnes dans un ordre peut-être modifié au fur et à mesure des heures qui sont déjà accordées. Alors, par rapport à tout ça, dans ces trois systèmes, pourquoi est-ce que, eh bien, on s'intéresse à la simulation? Alors, avant de répondre à cette question, je vais simplement poser la définition que nous avons retenue, hein, parce que on a entendu déjà beaucoup de choses jusqu'ici sur la simulation. Ici, nous, on n'est pas du tout dans la simulation telle que ça a été présenté tout à l'heure, sous forme de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Hein, ici, nous, on ne va pas du tout créer de prairies pour les vaches, par exemple. On va plutôt créer une représentation, une visualisation plutôt d'une situation, donc pour pouvoir l'explorer par rapport à un point de décision que l'on souhaite arbitrer. Donc ici, l'immersion que l'on caractérise, elle est relativement limitée hein, par rapport à ce que vous pouvez avoir avec un casque de réalité virtuelle, mais en fait, ça nous semble intéressant du point de vue de la décision à prendre, d'aller explorer ce que cette simulation en fait, peut nous apporter. Et donc l'algorithme ou le traitement automatique va nous permettre effectivement d'abord d'appliquer de façon inconditionnelle là où les règles que l'on veut mettre en place. Et en fait, ce qu'il y a comme produit de cette simulation, nous avons appelé ça une pré-représentation. En fait, c'est l'objet qui est créé, donc l'alternative potentielle à la décision que nous souhaitons explorer. Et cette pré-représentation, qui est synthétique d'une façon de répondre à notre problème de décision, elle a plusieurs éléments qui nous semblent très importants. Le premier, c'est que cette pré-représentation, elle est appréhendable au sens où elle matérialise en fait la décision que je peux éventuellement prendre. Donc c'est par exemple la grille horaire de travail des différentes personnes dans un service qui me permet de voir en fait la solution telle qu'elle pourrait être. Alors évidemment, cette pré-représentation, elle est nécessairement incomplète, au sens où je ne suis pas capable de capturer la totalité de la réalité. Et puis, elle est datée, c'est-à-dire qu'elle n'est valable qu'à l'instant où je suis en train de me poser la question, dans le contexte dans lequel je suis en train d'explorer également la prise de décision. Et bien entendu, ça ne peut pas être exhaustif, puisque je n'ai pas matérialisé ici tout l'état d'esprit des parties prenantes, par exemple. En revanche, elle n'est pas, donc comme je le disais tout à l'heure, on ne crée pas d'éléments supplémentaires sur la réalité, donc je ne travestis rien, je ne maquille rien, je vais simplement essayer de représenter un certain nombre de caractéristiques de la réalité pour permettre des analyses préalables en fait, à ma prise de décision. Cette simulation, c'est l'intérêt que l'on voulait souligner en tout cas aujourd'hui, c'est effectivement de suspendre l'arbitrage qui va venir de manière à figer en quelque sorte le point de décision et l'explorer avant en fait, de choisir une orientation. Et de manière à éventuellement pouvoir manipuler cette pré-représentation pour zoomer, pour analyser, quantifier un certain nombre d'éléments qui vont me permettre d'éclairer davantage ma décision. Alors, cette simulation, si je la projette dans les trois systèmes de pensée que nous avons évoqués, eh bien, dans le premier cas, c'est très simple. En fait, si je demande à un artefact de simulation de simuler ce que ferait mon système 1, je vais en fait tout simplement appliquer ma routine ou mon habitude organisationnelle pour obtenir cette pré-représentation. La seule différence, en fait, c'est qu'ici, je vais avoir une visualisation qui est extensive, donc qui est matérialisée, que je peux partager éventuellement. Pour le système 2, ça va me permettre de dérouler un raisonnement. Donc, si j'ai posé des règles de traitement explicites, je vais pouvoir les dérouler de façon automatique pour, là aussi, obtenir une visualisation et une pré-représentation de la solution obtenue par mon raisonnement ou éventuellement de plusieurs solutions que j'obtiendrai selon les différents choix qu'il y a dans mon raisonnement. Ce qui va me permettre, en fait, d'avoir des pré-représentations que je vais pouvoir explorer comme dans le système 1, mais ce qui va me permettre également éventuellement de les comparer
et puis de mettre en évidence différents éléments quantitatifs que je peux utiliser pour mettre ces différentes solutions en regard les unes des autres. Enfin, dans le système 3, ce qui nous a semblé particulièrement intéressant, c'est que ces pré-représentations, donc comme je le disais, en fait, je vais pouvoir les manipuler et les explorer, notamment dans l'objectif clair d'estimer le regret. Or, spontanément, quand on estime le regret, nous, de tête, on va avoir tendance peut-être à remettre en cause quelques points de notre raisonnement, mais pas forcément la totalité de la démarche qui serait menée par le système 1 et par nos habitudes. Alors que là, ayant un élément matériel sous les yeux, on peut éventuellement approfondir cette analyse et donc augmenter les dimensions sur lesquelles on doute. Et augmenter les dimensions sur lesquelles on doute, notamment parce que sur cette pré-représentation, je vais pouvoir en fait projeter un certain nombre d'éléments qui viennent de ma mémoire pour créer une représentation mentale qui est personnelle cette fois-ci et qui va s'enrichir en fait de mon expérience, de ma capacité à appréhender la situation réelle qui est représentée par cet objet que je manipule et dans lequel je vais pouvoir en fait analyser ce que je ressens. Et donc là, c'est vraiment du domaine de l'émotion. Hein. On va pouvoir analyser ce que l'on ressent par rapport à soi-même face à la situation ou par rapport à quelqu'un d'autre. Ce qui me permet de me projeter vraiment dans la situation que je visualise à l'instant. Et ce qui va en fait pouvoir accroître le doute que je nourris par les perceptions que j'ai face à ce planning, et ce qui va peut-être éventuellement faire émerger de nouvelles attentes, voire m'obliger à réviser ma démarche, et en particulier sur des dimensions qui n'étaient pas préalablement présentes. Donc je vais pouvoir éventuellement questionner des dimensions qui ne sont pas des dimensions quantitatives que j'avais, comment dirais-je, encodées dans mes indicateurs, mais je vais pouvoir également capturer des tensions qui sont plutôt sur des dimensions humaines, sociales, écologiques, et par extension sur des dimensions éthiques. Ce qui me permet en fait d'aller chercher Alors oui, ce que j'ai oublié sur le slide précédent, pardon, c'est que les émotions sociales là, que j'évoquais ici sur l'empathie, c'est ce que Olivier Houdet appelle le surgissement éthique, en fait, dont seul l'homme est capable. Et donc ce surgissement éthique qui accompagne le système 3 et la notion de regret, c'est exactement à cette occasion-là que l'on va pouvoir effectivement porter une attention particulière sur les aspects éthiques. Et ce qui va pouvoir me permettre, donc je reviens sur ce slide, donc d'intégrer explicitement l'éthique dans ma démarche de simulation, en intégrant effectivement l'étape de réflexion humaine au sein de mon processus. Donc je vais avoir ma simulation qui me permet de produire des pré-représentations sur lesquelles je fais une projection personnelle et donc sur lesquelles je construis une représentation pour soulever un certain nombre de dimensions que je vais explicitement associer à des questionnements éthiques et qui vont ici éventuellement pouvoir nourrir la construction de nouvelles attentes et venir modifier la simulation que je mets en place. Cette simulation me permet éventuellement de capturer à nouveau d'autres dimensions qualitatives qui vont nourrir de nouvelles pré-représentations, et ainsi l'idée serait d'avoir une boucle vertueuse dans laquelle l'humain est complètement intégré dans le processus de simulation pour aller vers une prise de décision qui tienne compte de dimensions éthiques. Voilà, donc en conclusion, là, je vous ai présenté un petit peu l'état de nos réflexions, qui sont très, très préliminaires, comme je le disais en introduction. Les hypothèses qu'on fait, en tout cas, c'est que la simulation peut nous permettre de nourrir davantage le système 3, qui, d'après Olivier Houdet, doit être éduqué. On doit être entraîné, en fait, à suspendre le système 1 pour permettre une réflexion plus approfondie. Et avec une intégration des émotions qui doit être absolument implicite, qui donc nécessite de remettre l'homme dans la boucle de cette démarche de simulation. Et ce qui peut nous permettre ici de balancer les effets excessifs de l'optimisation. Alors,
en fait, la simulation, notamment quand on fait des démarches de planning, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a souvent un critère d'optimisation qui est quantitatif et qui est sur des dimensions temporelles ou économiques, qui peuvent avoir des effets assez négatifs sur d'autres dimensions éthiques qu'on est assez difficilement capable de quantifier. Or, là, ici, si on intègre vraiment la vigilance éthique dans la boucle de décision, on peut éventuellement contrebalancer ces effets excessifs par des points de vigilance, par des seuils à ne pas dépasser, par une démarche qui s'affinerait lorsque l'on constate, en fait, lorsque le regret constaté est trop important sur certaines dimensions éthiques. Donc, les pistes de travail que l'on se propose de poursuivre dans les mois ou les années qui viennent, c'est autour de l'identification d'abord des éléments qui permettent l'émergence effectivement de ce doute éthique. Comment est-ce que, eh bien, dans la démarche de simulation, on va pouvoir nourrir vraiment une visualisation, une pré-représentation qui permette à l'utilisateur de s'emparer de cette pré-représentation pour explorer les aspects éthiques et notamment pour obliger à douter avant d'arbitrer en fait la démarche. Et puis, évidemment, si je crée cette boucle que j'évoquais entre la pré-représentation et l'émergence de nouveaux critères, le risque, c'est que je tourne de façon infinie entre ces deux étapes sans jamais converger et jamais arrêter ma décision. Donc, la dernière piste de travail qu'il faut investiguer, c'est le fait de réussir à faire converger ce processus, donc à stabiliser à un moment donné la pré-représentation et la représentation que l'on se fait vers une décision suffisamment satisfaisante. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je m'arrête là.